pratiquement parlant. Donc, quand en termes de statistiques, on parle de plus de 50% des propositions sont venues directement de Djibouti par le biais de l'Internet qui facilite pratiquement maintenant la communication un petit peu partout dans le monde. Donc, Inch'Allah, vous allez vous-même lire ça et puis définitivement vous avez des suggestions à faire et nous contacter directement sur le site internet. Maintenant, nous allons passer au discours du président qui est essentiel à notre congrès d'aujourd'hui. Ismail Youssouf Habib, qui est le président actuel de l'UDS, va nous donner un petit discours sur le programme et la vision globale de l'UDS. Charles Ismail, bienvenue. Merci beaucoup, Sharmak. Salam alaikum. Kimba, Marwoy, Diemodanaï Alba, Nagaseni. Merci d'être maintenant là, venu à notre premier congrès. Je voudrais juste ajouter, quand on parlait d'hommages à des Djiboutiens qui ont contribué à l'indépendance de Djibouti et surtout par la suite à faire évoluer la démocratie à Djibouti. Il y a d'autres personnes. Donc hier on parlait parce qu'on ne pouvait pas rendre hommage à toutes les personnes qui ont contribué. Donc on parlait de Cheikho, on parlait de Janale. Donc il y a d'autres personnes qui ont contribué, qui ont lutté pour l'indépendance de Djibouti. Et je pense qu'on utilisera peut-être un autre moment, une autre plateforme pour pouvoir leur rendre hommage de façon beaucoup plus approfondie et beaucoup plus extendue. Pour revenir aux propos de notre congrès, je pense que ce qu'il faut voir, c'est une boucle. On avait commencé, c'était un groupe qui s'était réuni et qui avait dit, écoutez, je pense que ce qui se passe dans notre pays en ce moment, ça ne peut pas continuer. Je pense qu'il faut qu'il y ait un changement, et un changement profond. Nous ne voulons pas un ravalement de façade. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un changement et que nous construisions la société que nous voulons, celle de demain. Mais quand on dit la société de demain, ce n'est pas quelque chose qui pourra sortir de l'imagination ou du cerveau d'une ou deux personnes. C'est un partenariat, c'est une consultation, c'est un dialogue entre les Djiboutiens et les personnes qui disent, écoutez, nous avons quelque chose à proposer, mais nous voulons vous écouter aussi. Et les tournées que nous avons faites ici en Amérique du Nord et en Europe s'inscrivent dans ce dialogue que nous voulions établir avec nos compatriotes. Donc, dialogue veut dire que, on les a rencontrés, on leur a parlé, c'est-à-dire on a partagé nos idées avec eux, mais on les a écoutés aussi. On les a écoutés pour qu'ils nous disent comment ils voient la société actuelle et comment ils veulent la faire évoluer vers un système qui soit beaucoup plus juste et un pays qui s'inscrive dans le contexte africain, un pays qui brille, un pays qui apporte, qui a une voix qui porte, si vous voulez, dans le concert des nations. Donc, on les a écoutés. Mais on s'est dit, vous savez, à Edmonton, on a rencontré un groupe, à Toronto, à Bruxelles, en Belgique, à Londres. Mais on s'est dit, les Djiboutiens ne se limitent pas à ces groupes-là. Donc, il faut pouvoir donner la voix à tout le monde.
c'est là que nous avons utilisé les outils technologiques qui existent en ce moment, que ce soit Facebook, notre site, Vox Populi, où les gens peuvent s'exprimer et donner. Parce que vous avez des idées qui sont différentes des nôtres. Et ce que l'on dit, je pense que Sun Yat-sen disait, le sage est celui qui s'entoure de personnes qui sont plus intelligentes que lui. Souvent, chez nous, ce qui se passe, c'est que pour que tu brilles, tu t'entoures des gens qui sont idiots, comme ça, tu es la personne qui est la plus intelligente. Mais ce n'est pas comme ça que l'on arrive à amener un pays à ce qu'il arrive. Donc, tu dois chercher des personnes qui puissent t'apporter quelque chose. Tu dois chercher des personnes qui t'enrichissent. Donc, tu t'entoures de personnes qui sont de personnes plus intelligentes que toi, qui vont, si tu veux, élever le niveau de débat et t'amener à quelque chose. Donc, la tournée. Ce que l'on a, alors, donc, pour ne pas trop revenir sur tout ce qui a été dit, je vais partager avec quelques points. Donc, un bilan. Donc, nous avons écouté, donc, tous s'accordent à dire qu'ils ne veulent plus de ce régime. Et je pense que à Djibouti, 99,99% des Djiboutiennes et des Djiboutiens honnissent ce gouvernement. Qui veut de ce gouvernement? Ce sont les quelques personnes qui profitent du régime. Et ils sont très peu nombreux. Des fois, tu sais, par abus de langage, on a tendance à dire, mais tu sais, telle tribu, etc. Absolument pas. Ce sont quelques personnes qui profitent de ce système et qui veulent le faire pérenniser, le système. Alors, donc la question, oui, on veut changer ça, mais qu'est-ce qu'on veut comme société? Parce que se débarrasser, du régime qui est en place, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons juste changer les personnes? Et que, les choses continuent? Ou est-ce que nous voulons une transformation, une redéfinition de notre société? Alors, vous savez, il y a, et là je fais une analogie, il y a un gourou en matière de technologie qui parle de la technologie, mais qui dit la technologie doit être transformatrice. Et lui, ce qu'il dit, c'est que si tu utilises un crayon aujourd'hui, mais si tu changes le crayon juste par une tablette ou avec un ordinateur, et que tu prends tes notes avec l'ordinateur au lieu de le prendre avec une feuille papier, qu'est-ce que tu as fait? Lui, c'est ce qu'il appelle l'embellissement. On va juste, tu sais, parce que ça fait plus fancy, ça fait plus joli. Au lieu d'avoir un crayon papier, je vais juste avoir un ordinateur. Donc nous, et là où je fais le lien, est-ce que nous voulons changer, une personne par une autre, parce que, elle est plus sympathique, ou elle est plus, etc. Ou nous voulons aller au-delà et avoir une transformation. Donc lui, il dit, il faut aller vers la modification et la redéfinition. Il dit, c'est là où on va vers la transformation. Donc, quand je pose la question, quel genre de société nous voulons? Nous voulons transformer notre société, celle que nous avons actuellement, pour en faire une société beaucoup plus juste, une société beaucoup plus égale, une société où toutes les Djiboutiennes et les Djiboutiens trouvent leur place. Une société où tout le monde puisse y contribuer. Parce que si nous laissons sur la touche, si nous laissons sur le trottoir une seule Djiboutienne ou un seul Djiboutien, ça veut dire qu'on est en train de perdre peut-être une intelligence qui aurait pu enrichir le débat et contribuer à la société que nous voulons, construire. Donc,
une transformation. Donc, pour nous aider à construire cette société, nous avons demandé votre participation et c'est l'origine du Vox Populi. Alors, vous remarquerez que nous croyons à ce que nous préconisons. Donc, nous, vous savez, souvent ce que l'on fait, c'est qu'on dit une chose, mais on pratique autre chose. Nous, depuis le début, nous avons dit, nous voulons une démocratie participative. Ça veut dire, nous donnons la voix aux sans-voix. Donc, on dit, ici, bon, tu sais, au Canada, walk the walk, tu sais, donc, il faut que l'on pratique ce que l'on prêche. On s'est dit, on ne va pas juste concocter quelque chose dans un petit bureau, entre 4 murs, entre 4 et 5 personnes, on dit, nous avons des compatriotes qui sont intelligents, nous avons des compatriotes qui ont des compétences. Il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi, tu sais, sur des domaines. Mais j'ai besoin de cette compétence-là. Nous avons besoin de cette compétence-là. Donc, nous vous avons donné la voix. Donc, le fruit, si vous voulez, de cette consultation, on va le partager avec vous. Vous l'avez dans vos documents. Ce sont les points que nous avons collectés. Le bilan de Djibouti. Je pense qu'on va le passer assez rapidement. Sur le plan économique. Djibouti, vous savez, à Djibouti, il y a énormément d'argent. Et ils le disent à la télévision, je pense que c'était le Premier ministre qui disait que, oui, bon, à un moment donné, on parlait même de 5% quand on parle au niveau de la croissance économique, c'est quoi? C'est de 5%. Donc, c'est qui est, vous savez, ici, les pays occidentaux, il y en a qui n'ont même pas 1% de croissance. Donc, mais ce qui se passe, c'est que c'est au niveau de la répartition. Et les données que je vous donne ici, ce ne sont pas des données que nous avons été chercher ailleurs, ce sont des documents qui ont été publiés par le ministère de l'économie et des finances de Djibouti. Niveau de pauvreté extrême. Des gens vivent avec moins de $1 par jour. Nous avons 25%. Ça veut dire une personne sur 4 à Djibouti vit avec moins de $1. Pauvreté relative, moins de 2%. 46%. C'est pratiquement une personne sur 2 vit avec moins de $2 à Djibouti. Taux de chômage, c'est une estimation de 2007, pratiquement 60% de la population n'a pas d'emploi. Et quand on va dans les districts, on passe à 83% de la population n'a pas d'emploi. Ce n'est pas quelque chose que j'invente, c'est des données du ministère de l'économie et des finances. Ça, c'est écrit texto dans le document. En 1995, les principaux indicateurs du développement humain durable, le taux de scolarisation brute, le taux de mortalité infanto-juvénile et maternelle et l'accès à l'eau potable ont enregistré une dégradation continue. Ministère de l'économie et des finances chargé de la privatisation. Je le cite, c'est pas quelque chose que j'invente. Indice de développement humain, c'est-à-dire c'est quand on prend la santé, l'éducation, tu sais, l'économie, on met tout ça ensemble. Djibouti est à 445. Je le compare à la Norvège, 9,55 et Canada, 9,11. On est très, très loin. Donc, classement selon l'IDH, c'est l'indice de développement, sur 173 pays, on est au 149e rang à Djibouti. Taux brut de scolarisation,
42% 2002. Taux d'abandon scolaire dans le primaire, 27. Entre la 6e et la terminale, 21% de nos jeunes abandonnent. Le taux de transition primaire générale est de 48, pratiquement 50%. Et ça, ce sont ceux qui quittent. Mais il y en a qui finissent. Il y en a qui finissent et qui ne savent pratiquement, vous serez étonnés de voir ce qu'ils écrivent ou la façon dont ils s'expriment. Il y a des jeunes qui sont à l'université maintenant, à Djibouti. À l'époque où nous avons quitté Djibouti, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, quand on avait notre BEPC, ces jeunes qui sont à l'université n'écrivent même pas comment on écrivait à cette époque-là. Et ils sont à l'université. Donc, pour vous dire, le système au point où il en est. Santé, espérance de vie, 61 ans, taux de mortalité infantile, 102 pour 1000. Accès à l'eau potable en zone urbaine, 91, bon, c'est qui est, mais normalement on devrait avoir, à 100%. Zone rurale, les gens, 51% de la population a accès à l'eau potable. Taux d'accès à l'électricité, 50%. Gouvernance. Djibouti compte dans la position très peu enviable de 94e pays et obtient une note de 36%. C'est quand on parle de la gouvernance. Au point où, mais c'est à un tel point où la corruption gangrène notre pays. Mais une autre chose qui m'a frappé, moi, c'est quand un système te déresponsabilise, quand un système te traite comme si tu n'étais pas grand-chose. Les gens, vous savez, à un moment donné, ils se conduisent comme s'ils n'étaient pas responsables. Et c'est pour ça qu'à Djibouti, tu sais, il faudra reprendre, tu sais, énormément des choses parce que les gens ont adopté un autre système de valeurs. Alors, donc, maintenant, je vais, bien que vous ayez le document, on va passer assez rapidement les propositions, c'est-à-dire ceux du programme où, et je ne vais pas les lire parce que je voudrais laisser un peu de temps pour qu'on puisse échanger, mais au niveau de la justice et de la séparation, ce que l'on veut et ce que l'on dit et ce que les gens disent, c'est qu'ils ne veulent pas une justice qui soit inféodée à la présidence. On veut une justice qui rende justice à la population. Nous voulons un gouvernement, nous voulons un parlement qui soit responsable devant la population. C'est nous qui les élisons. Ce n'est pas le président de la République. Ils ne doivent pas allégeance au président de la République. C'est nous qui les élisons. Santé. Vous avez vu, ça fait l'actualité. Ebola. Ebola, le problème qui se pose à l'Afrique et aux pays qui, en ce moment, sont confrontés à ce problème. Ça revient à 10. À 10 pays. À 10. À 10, ça ne va. Absolument, ça va être. Mais le problème qui se pose, ce n'est pas le fait de trouver un remède, c'est comment contenir. Donc, ce qu'il y a, c'est l'infrastructure. L'infrastructure n'existe pas. Si demain, à Djibouti, dans notre pays, Ebola arrivait, on ne saurait comment le contenir. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure sanitaire où l'information soit là, où il y a de la formation. Vous savez, ici, rien que pour réagir s'il y a un feu, et vous l'avez tous vu dans votre banquier, là, quand vous travaillez, les gens sont entraînés pour réagir d'une certaine façon quand quelque chose se passe. Et c'est ça, finalement. Il y a ce problème-là, comment les gens doivent faire.
Et ceci n'existe pas dans notre pays. Ce que nous disons, c'est qu'il faut que la santé soit une santé de proximité. Pourquoi les gens de Addis Abeba ou de Dirham ou de Balto doivent venir à Djibouti? Pourquoi ils n'auraient pas les soins de premier dans leur district, dans leur village? Pourquoi ça ne serait pas là? Pourquoi faut-il qu'ils se déplacent? Pourquoi tout ceci soit centralisé? Nous disons qu'il faut la vaccination des enfants en très bas âge. Il faut prendre soin de la maman en couche. Éducation. Vous savez, on a dit l'éducation de masse, qui est quelque chose de loi. Et il y a beaucoup de pays qui ont adopté ça. Mais ce que l'on dit, c'est qu'il ne faut pas juste dire, écoutez, on va ouvrir les portes et on va mettre tout le monde, bien que de toute façon, ce n'est pas le cas. Mais il faut que les jeunes sortent de l'école avec des connaissances. Donc nous, ce que nous disons, oui, pour l'éducation pour tous, mais nous disons aussi, oui, la réussite pour tous. Il y a toute une différence. C'est-à-dire, il faut que nos jeunes, quand ils quittent l'école, ils quittent avec des connaissances. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut qu'il y ait des enseignants qui enseignent. Il faut revoir la formation de notre personnel enseignant. Est-ce qu'une année, c'est suffisant? Moi, je pense que probablement, et nous pensons, absolument pas. Mais non seulement, la formation ne s'arrête pas le jour où tu quittes l'université, où il faut qu'il y ait de la formation continue, qui se fasse sur place, dans les écoles, bon, et que les gens puissent avoir accès à de la connaissance. Donc, le système, il faudrait le revoir. La gratuité, il y a des gens qui choisissent parce que, mais quand on est obligé de choisir entre manger ou envoyer son enfant à l'école, moi je trouve que c'est un drame national. Pourquoi il y a des gens qui enlèvent leurs enfants de l'école parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les 100 francs de l'autobus pour les envoyer pour les envoyer à l'école? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, écoute, les 100 francs que je devrais, je préfère les garder pour les nourrir. Et nous trouvons que ce n'est pas l'emploi. Donc, on dit redéfinir la mission de l'Agence nationale. Donc, aller chercher de l'investissement. Vous savez, vous l'avez toujours dit, l'Afrique bouge. Il y a des gens, ils vont aller chercher de l'investissement privé. L'autre jour, j'ai écouté la CBC. Il y a une émission, Lang et O'Leary. Il y a une émission, à la CBC anglophone, où, à un moment donné, il y a la journaliste qui demande à, je pense que c'était l'économiste en chef de BMO, elle lui dit, les économies occidentales commencent à ralentir. Elle dit, si des investisseurs voulaient investir, elle dit, où sont les prochains points ou endroits où on investit? Vous savez ce qu'il lui avait dit? C'est l'Afrique. Mais on voudrait que Djibouti fasse partie de ces pays-là, où les investisseurs vont venir pour investir de l'argent, pour qu'il y ait des créations d'emplois, pour que Djibouti devienne un pays qui économiquement c'est vrai. Mais avec la corruption, avec l'administration qui ne fonctionne pas, vous savez, il n'y a aucun investisseur qui va aller à Djibouti. Donc il y a du travail à faire à ce niveau. Donc nous avons aussi des propositions à ce niveau-là. Gouvernance, et je vais finir avec ça. Vous savez, les investisseurs, ils n'aiment pas quand il n'y a pas de transparence. Quand, l'employé dans le coin, c'est celui qui fait, au fond, la pluie et le beau temps. Ce qu'il voudrait, c'est que c'est une administration qui fonctionne
une administration qui, quand ils vont venir, il leur fournira l'information et les choses nécessaires pour qu'ils puissent... Parce que ces gens-là, ils veulent faire... Vous savez, ils ne font pas du... ce n'est pas gratuit. Ils viennent faire de l'argent. Et absolument, nous en profite aussi pour que, il y ait une création d'emplois, mais pour cela, pour les attirer, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance. Donc, c'est ça, c'est là où on en est dans notre réflexion. Une chose que je pense que ça avait été dit, j'aimerais que vous veniez, l'UDDS, je pense qu'il est important que nous unissions nos forces. Et UDDS, on vous dit, vous êtes là aujourd'hui, mais ce que nous voulons, c'est que vous veniez participer à l'UDDS, vous veniez, il y a au niveau du comité, vous pouvez venir participer au niveau du comité, vous pouvez être aussi des militants de base, mais on veut que vous veniez et que vous veniez participer à l'UDDS. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, monsieur.